Bonjour, bienvenue dans cette vidéo intitulée Domaine d'application de Linux. Ici, il s'agit de savoir où utiliser Linux, pourquoi on l'utilise, qui peut l'utiliser. Alors, sachez d'abord que Linux est un système d'exploitation très puissant, flexible et open source, utilisé dans de nombreux domaines d'application. Le quotidien, c'est que n'importe qui peut utiliser Linux. Que tu sois débutant, que tu aies des connaissances, Linux a facilité la tâche afin que tout le monde puisse bénéficier de ses avantages et de toutes ses fonctionnalités regroupées en son sein. On peut utiliser la version desktop pour usage bureautique, comme par exemple installer dans un ordinateur personnel ou bureautique et vous exploitez les applications comme un système d'exploitation Windows par exemple, avec interface graphique. Très riche et très convivial d'ailleurs. Les développeurs aiment beaucoup Linux à cause que c'est un système stable, pas de licence, très intégré avec beaucoup d'outils de développement. Les utilisateurs qui sont un peu plus avancés, qui ont un peu plus de connaissances, pour automatiser certaines tâches, ils utilisent des scripts. Donc, c'est très facile d'implémenter, d'exécuter des scripts sur Linux. Aussi, pour des navigations web, vous allez voir, il y a plein de navigateurs web compatibles, rapides, qui facilitent la connexion Internet sur Linux. Alors, il y a aussi Linux pour l'usage entreprise. Et comme je vous dis, Linux est très répandu dans le monde des serveurs. Donc, pour faire tourner des sites web, pour faire tourner des applications web dans un environnement plus stable, plus convivial, plus évolutif, les gens choisissent Linux. Dans l'environnement Linux, à cause de la scalabilité, c'est-à-dire l'extensibilité, c'est très facile d'exploiter les bases de données parce que les bases de données, il faut savoir, sont très gourmandes en gestion des ressources. Donc, Linux gère ça de façon pratique, conviviale, avec ses multiples fonctionnalités de gestion des process, des swaps et de fonctionnalités qui s'associent à la gestion de mémoire, facilite également la gestion des bases de données sous Linux. En matière de virtualisation, vous allez voir KVM. KVM, c'est un outil déjà intégré dans Linux, très facile à déployer. Vous prenez des virtualisateurs VMware, Hyper-V ou Citrix, leur licence coûte extrêmement cher. Mais si vous avez la connaissance de KVM, vous pouvez facilement implémenter votre plateforme de virtualisation sans payer des licences exorbitantes. C'est gratuit, c'est open source. Il y a aussi Docker. Docker est très d'abord intégré à Linux, à presque la plupart des distributions de Linux. Et Docker tourne très bien sous Linux. Ensuite, le CI/CD pipeline, CI signifie Continuous Integration and Continuous Delivery, c'est-à-dire la livraison continue. Ce sont des technologies DevOps qui permettent d'automatiser des environnements, des infrastructures. Cette technologie tourne à merveille sur Linux. La plupart des entreprises utilisent Linux pour implémenter ces solutions afin d'automatiser leur infrastructure. Linux et le cloud. Linux joue un rôle fondamental et incontournable dans le monde du cloud computing. De nos jours, Linux exécute 90% de la charge de travail du cloud public. Leur centre de données tourne sous Linux. Et deuxièmement, les machines virtuelles dans les clouds sont généralement de la distribution Debian comme Ubuntu Debian et de la distribution Red Hat comme CentOS, Red Hat Enterprise ou même Fedora. Les plus grands fournisseurs de cloud computing de nos jours, AWS, comme vous voyez ici, Amazon Web Services, il y a Azure, qui est le cloud le plus évolutif aujourd'hui, qui compose plusieurs fonctionnalités, plusieurs possibilités d'automatisation et surtout de l'intelligence artificielle. On a GCP qui signifie Google Cloud Platform. Au-delà de ça, il y a d'autres environnements cloud comme Cloud Alibaba, comme IBM Cloud et tant d'autres.
L'importance de Linux dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est déjà un sujet très complexe. Nous n'allons pas détailler ici, mais il est quand même important de savoir la définition de base de l'intelligence artificielle, qu'on appelait ici IA. Tout part de l'être humain. Alors les chercheurs se sont assis et réfléchissaient depuis très longtemps. Est-ce qu'on est capable de transmettre l'intelligence de l'être humain aux machines, aux systèmes ou à des objets? L'intelligence d'un être humain, ça c'est de l'intelligence naturelle. Maintenant, lorsqu'on est capable de simuler cette intelligence humaine et la transférer dans des objets, dans des systèmes, dans des machines, en ce moment, on parle de l'intelligence artificielle. C'est une transmission de l'intelligence humaine vers les objets qui ne sont pas des êtres humains. Alors, cette transmission, ce procédé doit répondre à plusieurs critères. Le premier critère ici, l'apprentissage. Les êtres humains naissent, vont à l'école, ils apprennent la vie et à un moment donné, ils deviennent autonomes, pratiquent ce qu'ils ont appris, mais ça ne les empêche pas de continuer toujours à apprendre. Est-ce qu'on peut mettre ces caractéristiques-là dans des machines? Je vais mettre ici machines ou même des systèmes, ok, des objets aussi. Donc, pour transmettre l'intelligence humaine à tous ces objets, il faut qu'il y ait des critères quand même semblables à ce que l'intelligence humaine fait. Donc, on parlait tantôt de l'apprentissage. Il faut permettre que ces machines, ces objets ou ces systèmes puissent apprendre à la base de cet apprentissage, qu'ils puissent devenir autonomes, exécuter des tâches sur la base de ce qu'ils ont appris et continuer toujours à apprendre soit sur leurs erreurs ou sur leur expérience. Il faut que ces machines et ces systèmes à qui nous voulons transférer cette intelligence puissent raisonner, c'est-à-dire ils écoutent des sujets capables de développer ou donner leur point de vue, leur opinion de façon concrète et pratique. En fonction de leur formation, de leur apprentissage, de leur expérience, ils doivent être capables de résoudre les problèmes qui se présentent à eux. Ok? Ils doivent confronter des problèmes et trouver les solutions. Il faut également que les systèmes qu'on veut rendre intelligents soient capables de communiquer avec les êtres humains, soit en français, en anglais, en arabe, en manon, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous voyez des robots humanoïdes capables d'entretenir une conversation à longue durée et même faire des conférences dans une langue spécifique. Ils comprennent plusieurs langues. Ensuite, il faut qu'ils soient capables de reconnaître des gens, des personnes, des animaux, puis pouvoir les identifier de façon physique ou par leur image simple. Et ensuite, qu'ils puissent entendre et reconnaître les sons. Soit quand je parle comme ça, il reconnaît ma voix. Et quand quelqu'un d'autre parle, qu'il puisse faire la différence entre les deux. Et en plus, à la fin de tout ça, qu'il soit capable de prendre des décisions. Donc, à la base de son expérience et de sa formation, de sa connaissance, il doit être capable de prendre des bonnes décisions pour répondre aux enjeux majeurs. D'où part le concept de l'intelligence artificielle. Et vous verrez maintenant, il y a plusieurs champs d'application d'intelligence artificielle. Il y a des outils d'intelligence artificielle focalisés uniquement sur les images, d'autres sur la voix, ou certains qui résument tout. Mais à la base, c'est le principe et ce sont des points fondamentaux. Donc, quel est le lien avec Linux? Pour tout ce que nous venons de citer, pour que ce transfert se passe dans les meilleures conditions, il faut des systèmes d'exploitation. Et il se trouve que Linux est le système requis qui répond à tous les critères. Par sa performance, son état de stabilité, Linux est compatible avec tous les outils utilisés pour mettre en place l'intelligence artificielle, comme exemple Python, TensorFlow, etc., etc. Linux supporte des systèmes robustes de grande disponibilité. Pour l'avenir, la réussite de l'intelligence artificielle, le système le plus approprié est Linux. En résumé, voici les quelques domaines d'application que j'ai listés ici. Linux est utilisé dans les systèmes embarqués, les Android, les IoT, Internet of Things ou Internet des objets. Et puis dans le cloud computing, les Docker, les Kubernetes,
sont des technologies qui fonctionnent très bien et qui tournent sur Linux. En matière de cybersécurité, vous allez voir que les outils les plus puissants dans la détection ou la simulation des attaques, des tests de pénétration ou la sécurité des environnements les plus robustes. Par exemple, Kali Linux, Forensic, il y a d'autres, il y a tant d'autres. Toutes ces plateformes-là tournent sur Linux. Vous allez voir également dans le domaine de l'éducation, Linux est beaucoup plus utilisé dans l'enseignement, dans l'éducation, à cause que des versions sont toujours open source et sont également personnalisables. Les étudiants font des tests, ils peuvent même modifier pour personnaliser à leur guise. Les supercalculateurs, ce sont des géantes machines construites pour pouvoir faire des calculs, comme par exemple la météo, pour faire des prévisions. 90% de ces machines tournent sur des systèmes Linux. Ensuite, les environnements réseau. Quand vous prenez des équipements réseau comme les firewalls, que ce soit Cisco, Fortinet, Barracuda, des routeurs, toutes ces plateformes-là, leur système d'exploitation est conçu sur la base du noyau Linux. Donc, c'est en quelque sorte le système le plus utilisé